Dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Sébastien Delafont. Bonjour. Bonjour. Alors, si vous ne le connaissez pas, vous connaissez Meilleur Agent, évidemment, président et cofondateur de Meilleur Agent, qui s'est largement enrichi. On en parlera en fin d'émission, parce que ce n'est pas le sujet, je veux qu'on parle du marché immobilier. Vous avez vendu 200 millions d'euros à un groupe allemand de médias connu, Axel Springer. Quelle histoire, quelle aventure entrepreneuriale. On en parle juste après. Sur le marché immobilier, qu'est-ce qu'on se dit? Parce que quand on écoute les professionnels de la profession, ils nous disent en gros, voilà, ça va continuer 2020 à monter, un peu comme 2019, mais moins vite, moins fort, parce qu'effectivement, c'est un peu l'année de tous les records 2019. Avec ça, on ne fâche personne, on ne se mouille pas, une fois qu'on a dit ça. Je ne sais pas si c'est tellement le sujet de se fâcher ou pas. Je pense qu'effectivement, il y a pas mal d'indicateurs qui nous disent que ça va continuer sur la lancée de 2019. Il n'y a aucune raison, a priori, que 2020 soit une mauvaise année immobilière. Ouais. Il y a déjà 2 ans. Mais pas aussi bonne. On est dans la nuance, parce que je pense que, d'abord, prévoir de manière extrêmement précise ce qui va se passer en volume, en prix, c'est impossible. Mais la tendance générale, si les taux restent là où ils sont, si les banques continuent de prêter, parce que le HCSF, on a reçu le gouverneur de la Banque de France ici qui a dit les banques maintenant on va être vigilants pour qu'elles ne prêtent pas trop longtemps, qu'elles respectent le taux d'effort chaque mois et tout. Sinon... Mais ça c'est bien. Cet appel à la prudence, de manière à ce qu'effectivement on ne fragilise pas les emprunteurs, il est positif. Mais on est en France dans un pays finalement où les banques se comportent bien. On n'a pas eu finalement je dirais, de comportement de type subprime il y a une dizaine d'années en France parce qu'on a des banques prudentes. Est-ce qu'elles sont plus agressives en 2019 qu'elles l'ont été ces dernières années? À peine. À peine. Il y a une grosse compétition, on ne le dit pas, il y a une grosse compétition pour faire rentrer, c'est la part de marché, on fait rentrer un client avec le crédit immobilier, vous le savez. Oui, bien sûr David, mais on prête à des gens solvables, on prête à des gens qui ont un emploi en CDI, qui ne sont pas en période d'essai. On est en France finalement... C'est bien verrouillé quoi. Oui, et les taux de défaut sont extrêmement faibles parce que c'est de l'ordre de 1 à 1,5%. Donc il n'y a pas vraiment d'alerte là-dessus, l'appel à la prudence est bienvenu, mais il n'y a pas d'inquiétude sur ce front-là. Comment font les Français, je me pose à chaque fois la question et je m'inclus dedans, pour suivre et supporter des prix qui sont si chers? Vous allez me dire les taux sont bas, d'accord, mais ça baisse plus les taux, on est déjà à un niveau qui est tellement bas. Comment les Français ils font pour suivre? Ils acceptent plus petit, ils se déportent, pardon pour l'expression, vers des zones périurbaines. Qui sont les Français? Parce qu'il ne faut pas qu'on confonde tout. Parce qu'il y a Paris d'un côté, et Paris est inabordable. Mais Paris n'est pas la France. Pas du tout. Et puis c'est vrai qu'on a un prisme un peu parisien parce que beaucoup de journalistes y vivent, etc. Et on regarde Paris comme si c'était la France. Paris est inabordable. Paris est une ville de locataires. À Paris, il n'y a qu'un habitant sur 3 qui est propriétaire. Et le pouvoir d'achat des Parisiens, pour un couple, je crois, c'est 18 mètres carrés pour 2 personnes. Donc il est absolument minime. En France, à l'échelle française, les Français n'ont pas de problème de pouvoir d'achat immobilier. Globalement, les Français peuvent s'acheter à 2 de l'ordre de 60 mètres carrés. Donc, il n'y a pas de problème de pouvoir d'achat immobilier. Hors Paris. Alors, et si on cible les grandes villes, hors Paris, les grandes villes. Il y a des villes où ça coince. Bordeaux, c'est cher. À Bordeaux, d'ailleurs, ça s'est un peu calmé sur les prix. Parce qu'à Bordeaux, il y a quelques années, il y a 2 ans, on a atteint effectivement un seuil d'accessibilité de pouvoir d'achat pour les 5 000 du mètre, un peu moins. Tout à fait. Et c'est devenu la 2e ville la plus chère de France. Ça a dépassé Nice. Nice, ça faisait déjà quelques années que là aussi, on avait un problème localement de pouvoir d'achat local. Donc il y a Paris qui est vraiment une exception. Il y a Bordeaux, Nice qui sont pas loin derrière où ça commence à coincer. D'ailleurs, les prix ne progressent plus. Et puis il y a des villes qui sont en plein boom, comme Lyon, où on est encore loin du problème parisien, parce que c'est pas du tout les mêmes prix. On est entre 3 500 et 4 000 euros du mètre. Mais ça pousse très fort. Ça a monté de 11% l'année dernière. Donc il faut être vigilant. Donc à l'échelle de la France, on n'a pas de problème. Dans certaines grandes villes, ça pousse. Et puis il y a Paris qui est tout à fait à part. Juste quelques chiffres quand même sur le... de combien montaient les prix en 2019? Paris, alors j'ai vu vos chiffres en Paris. Paris, c'est 8%. 8%, la France 2%. Oui, un peu moins de 2%. Oui, et ça. Les grandes villes, si on regarde les grandes 5%. villes 5%. Les 10 premières villes de France ont monté de 5%. Et sur 2020, on est sur des progressions attendues, encore une fois, pour la France entière, pour la France entière, on s'attend à une progression des prix. C'est pas délirant 2% sur la France, effectivement. Quand on se dit 8% Paris, c'est colossal. Oui. Surtout que c'est chaque année. Oui. Mais 2%, c'est que sur la France, c'est pas non plus. Non. D'autant plus. Et puis il y a une France rurale. Une France rurale dont les prix n'augmentent que de 0,5%. Et la France des grandes villes, on le comprend. Oui, mais sauf que ça baissait. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a peut-être. On est retourné en territoire positif dans cette France rurale, dans cette France des campagnes. C'est exact. C'est peut-être un signal intéressant, ça. Alors, oui, si ce n'est qu'on n'a pas retrouvé dans la France rurale les niveaux de 2008. On est toujours 10-15% en deçà des prix de 2008. Donc il y a une stabilisation, mais ce n'est pas non plus la fête. Ce n'est pas plus mal non plus. Ouais. Les grandes villes qui restent à l'écart de la flambée des prix, c'est quoi?
aujourd'hui? Vous l'aviez évoqué d'ailleurs. Oh, ça peut être des villes dans l'Est, ça peut être Mulhouse, ça peut être Strasbourg, ça peut être Le Havre, ça peut être Saint-Étienne. C'est des villes dont la dynamique économique n'est pas formidable et c'est des villes où les prix stagnent ou baissent. Ouais. Après, on se dit, c'est cette musique qu'on entend, tant que les taux restent bas, les prix vont continuer à grimper, blablabla. Là, il y a une demande, ce qui est vrai, il y a une pénurie d'offres. Oui. Et on se dit, mais qu'est-ce qui peut faire gripper cette belle mécanique, cette belle machine? Parce que là, on nous vend en gros les arbres qui montent au ciel. On nous dit, oui, les Français, voilà. Alors, c'est vrai que 2019, année tous les records, mais on aura encore sûrement 1 million de transactions cette année. Oui. La durée d'emprunt, qui est de 21 ans en moyenne, va sûrement augmenter encore un petit peu. Donc, peut-être. Donc voilà, jusqu'où on prolonge le trait. D'ailleurs, on sait que c'est pour je sais pas, mais David, le marché immobilier est un marché cyclique. Le fait qu'on a commencé ce cycle haussier début 2016, donc c'est la 4e année. On va probablement avoir une année à nouveau vous le datez de 2016? Moi, je l'aurais daté un petit peu avant, non? Non, non. Le retournement, il n'est pas sur... C'est début 2016. C'est fin 2015, début 2016. Et donc 2016, 2017, 2018, 2019, 4 années déjà de hausse. Pour moi, la baisse, c'était 2009, 2010, 2011. Non. Alors, on a eu, après la suite de la crise subprime, une baisse assez forte 2008-2009, avec une contraction du marché en volume de 40% d'une année à l'autre. Hein. Et il faut savoir qu'en 2008, on ne fait que 500 000 transactions. La moitié de l'année dernière. Et puis après, c'est remonté. Donc on a eu après 2 années de plein boom, 2009-2011. Et entre 2011 et fin 2015, resserrement du crédit, hausse des taux, resserrement du crédit. Et là, on a une contraction du marché et une baisse des prix. Et depuis fin 2015 jusqu'à maintenant... Donc 4e année. On a eu 4 ans et là, on attaque la 5e année. Et ça ne me choque pas, vous avez des cycles immobiliers qui peuvent durer 5, 6, 7 ans. Il se retournera, mais c'est probablement pas en 2020. Et si les Français se ruent encore une fois sur l'immobilier, c'est aussi parce que, c'est marrant, de plus en plus jeunes. On peut imaginer que les jeunes d'ailleurs, ils sont plus dans la location, dans l'usage, etc. Non, les jeunes... on voit bien. Ils y vont, etc. Et même quels que soient les CSP, enfin les catégories socioprofessionnelles, ouvriers, cadres, tout le monde veut de l'immobilier. C'est Laurent Vivement, le patron de Century 21, qui disait que c'était l'or de la décennie. Là, hein. Oui, il faut regarder ce qui se passe dans la rue depuis quelques semaines à Paris. Pourquoi est-ce que les gens sortent? C'est pour les retraites. Et c'est complètement lié. Les jeunes achètent de l'immobilier parce qu'ils sont convaincus que demain, il n'y aura pas de retraite pour eux. Donc il y a un reflux sécuritaire vers la pierre qui se comprend parfaitement. Après, il y a de plus en plus d'acheteurs qui derrière louent. C'est intéressant, ce qu'on appelle l'investissement locatif. Un quart des achats sont réalisés pour faire de l'investissement locatif. C'est ce que nous dit Century 21. Ça dit quoi de l'évolution du marché, ça? Je ne dis pas que c'est malsain. Non, c'est pas le sujet. C'est dire, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, typiquement, l'étiage, c'est 20 à 22%, je dirais, des biens achetés. C'est un quart et ça a pris 25% d'un an. Oui, alors ça a un petit peu augmenté. C'est passé d'une moyenne sur la décennie, qui est, je vous dis, autour de 22%, c'est passé peut-être à 25% l'année dernière. Donc il y a un peu plus d'investisseurs, mais je dirais c'est l'épaisseur du trait. Mais repli sécuritaire vers la pierre. Il y a des gens effectivement qui peuvent en plus emprunter pour investir. On peut emprunter pour se loger, mais on peut aussi, les banques peuvent vous prêter pour investir. Et face aux rendements qui sont quasiment nuls de l'assurance vie, l'immobilier... Après inflation, c'est pas nul dans l'absolu. Après inflation. Non, c'est vrai. Enfin, ils sont très faibles. Un contrat euro, c'est 1,5-2%. Donc, l'immobilier, dans pas mal de villes, si c'est bien géré, ça peut vous rapporter plus que ça. Et avec un niveau de sécurité et un potentiel d'appréciation qui est important. Donc, c'est un bon investissement. Sébastien Delafont, qu'est-ce qu'on se dit sur 2020 Ça continue à monter, mais un peu moins vite, un peu moins fort. Et après, on attend de voir encore une fois la réaction des banques face à l'injonction. Encore une fois, j'ai le gouverneur. Je lui dis, mais c'est un avis. Il fait, non, c'est pas un avis. Il faut que ce soit suivi des faits. On ne sait pas dans quelle mesure ça peut refroidir un peu le marché. Non, c'est pas ça qui refroidira le marché. Il y a un autre élément, un autre moteur. Donc il y a les taux, on l'a vu. Il y a le moteur de l'économie. C'est que quand on crée de l'emploi, et on crée de l'emploi depuis 2 ou 3 ans, peut-être pas à un rythme aussi rapide qu'on le souhaiterait, mais il y a moins de chômeurs chaque mois en France. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui retrouve un CDI, c'est un candidat à l'achat. Donc cette pompe-là, et on attend quand même encore un peu de croissance et une création d'emplois en 2020, ça va amener un supplément de demande sur le marché. Si ce moteur-là devait là aussi s'arrêter, et ça va, on ne souhaite pas s'arrêter en 2020, ça pourrait retourner le marché. Donc ça, c'est les taux, soit c'est l'économie et la création d'emplois. Ces 2 moteurs-là, ils devraient être plutôt en marche en 2020. En marche. Et quels paramètres on auscule vraiment, si on veut vraiment regarder le pouls du marché immobilier sur 2020? Certains disent les durées de mise en vente, il faut regarder. Oui, ça c'est très intéressant. On les publie d'ailleurs sur notre site par marché. Les durées sont très courtes.
Elle ne baisse pas. Entre 2018 et 2019, il n'y a pas eu de baisse. Mais on reste sur des niveaux, je dirais, de délai de vente très courts. À Paris, le délai de vente moyen, il est de l'ordre de 40 jours. C'est très faible. Donc vous écoutez, tous les clignotants sont au vert, il n'y a rien qui bascule à l'orange. Oui, je suis désolé, David, je ne vais pas vous dire que le marché va s'effondrer aujourd'hui. Et ça n'est pas une posture. Ceux qui nous suivent depuis longtemps savent que quand on pense que ça va se retourner, on le dit. On l'a dit en 2011 et on a dit en 2011, ben voilà, on rentre dans une phase qui va être compliquée. On l'a dit aussi à la naissance de la boîte en 2008, on a dit ben, les prix baissent et les prix vont baisser assez durablement. Donc non, aujourd'hui on est face à je dirais une conjoncture qui est favorable et il faut plutôt s'en féliciter. Du côté des acheteurs, on achète deux choses, on achète un crédit et un bien. Et si le prix du crédit est très bas et baisse, eh ben, le prix du bien peut monter. Et en fait, ce qu'on achète, c'est la somme des deux. Et la somme des deux, quand je fais le total, eh ben, finalement, je ne paye pas plus cher au total, je paye plutôt moins cher aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Le pouvoir d'achat, encore une fois, immobilier, vous le disiez au début, hein, hors Paris, en France, s'améliore pour les Français? Oui, globalement, sur les 10 dernières années, oui, parce que les taux malgré ont tellement la baissé. Flambée des prix, les taux ont plus baissé que les prix ont monté. Mais oui, parce que 1% de baisse de taux, c'est 10% de pouvoir d'achat en plus. Ça correspond à ça vous permet de financer une hausse des prix de 10%. On a eu des taux, si vous voulez, si je regarde 2011 ou même 2008 à maintenant, les taux ont baissé de 3 à 4%. Donc vous avez gagné 30 à 40% de pouvoir d'achat. Les prix n'ont pas augmenté de 30 à 40% en France. Hors Paris. Bien sûr, Paris a gagné 55%, etc. Mais ça encore, c'est Paris, c'est le prisme déformant de Paris. À l'échelle de la France, les prix n'ont pas du tout progressé dans ces proportions-là. Donc les Français ont gagné du pouvoir d'achat. Et vous avez gagné ding ding, le jackpot. Il faut raconter cette histoire, elle est géniale. Meilleur agent, il reste quelques instants pour en parler. C'est votre bébé, créé en 2008, revendu à Axel Springer, géant des médias européens allemands, 200 millions d'euros l'an dernier. Pourquoi ils ont sorti le carnet de chèques? Et vous, pourquoi avoir vendu? Alors, ils ont sorti le carnet de chèques parce qu'ils ont considéré qu'on était un actif tout à fait stratégique, non seulement en France, mais à l'échelle européenne. Je rappelle, meilleurs agents. Pour la data immobilière que vous avez créée, parce que c'est vous. Oui, mais la data, c'est un moyen d'y arriver. Meilleurs agents, c'est d'abord une plateforme qui tourne sur le plan business. C'est un business qui était très sain et qui est très sain. Business par abonnement, il faut expliquer ça. Business par abonnement. Alors, meilleurs agents, du point de vue des consommateurs, c'est un endroit où on va chercher de l'information immobilière. On va chercher de l'information sur les prix de l'immobilier et on va chercher de l'information sur les pros de l'immobilier. Et les gens nous aiment parce qu'on fournit une information très fiable. Tout est gratuit pour les particuliers. En face, il y a des agents immobiliers qui, eux, payent pour être visibles en face des particuliers. Et donc votre client, c'est l'agent? C'est l'agent, et on a pratiquement un agent immobilier sur deux en France qui est client de meilleurs agents et qui paye des abonnements. Donc l'acquéreur, lui, il vient en se disant, c'est vrai que c'était les premiers à sortir l'estimation ligne très très fine, je me rappelle. Oui, tout à fait. C'est ça que sont venus chercher les acquéreurs. Et notamment les propriétaires vendeurs. Les acquéreurs viennent, mais l'originalité du site… c'est ça, c'est ça. Et oui, parce qu'on connaît les sites d'annonces qui intéressent les acquéreurs qui cherchent ce qu'il y a à vendre sur le marché. Meilleurs agents a intéressé ceux-là, mais aussi tous les propriétaires, et notamment ceux qui cherchaient à vendre. Et la première question qui se pose, c'est combien vaut mon appartement, combien vaut ma maison? Et donc ils viennent chez nous. Temps 1, ils font une estimation en ligne. Temps 2, on les renseigne pour savoir à quel agent ils peuvent s'adresser pour effectivement bien évaluer leurs biens en venant sur place, etc., qui a les meilleures performances. Ce qui a apporté vraiment au marché, c'est ça, meilleur agent. C'est la transparence. C'est ça, c'est la transparence. Et sur les pros. Et le lien entre les propriétaires et les agents immobiliers, parce qu'il y a un peu un fossé. Et le lien, c'est l'estimation du bien la plus fine possible. C'est ça, et aussi la transparence sur les agents immobiliers, parce que sur le site Meilleurs Agents, vous allez trouver… Vous avez des notations sur les agences, comme un TripAdvisor des agents immobiliers. Vous allez avoir des notations, et donc les clients les ont notées, et vous voyez les commentaires, etc. Et vous voyez aussi toutes les ventes passées, les ventes historiques d'un agent immobilier. Donc vous savez ce qu'il a vraiment vendu. Donc si vous voulez vendre un studio à tel quartier, dans tel ou tel quartier, vous savez qui a fait le plus d'affaires. Vous avez réussi à faire votre trou, ils vous ont copié les uns les autres, je sais pas, il y a bien ici, les autres, tout ça, ils ont essayé de faire pareil. Oui, beaucoup de gens ont essayé de faire pareil, mais on ne se rend pas forcément compte de tout le sous-jacent technique et scientifique. Aujourd'hui, il y a 20 C'est ça aussi qu'a acheté Axel Springer. Absolument. Ils ont acheté le business qui tourne, les abonnements, etc. Absolument. Mais aussi l'ADN de science et de data qui est complètement original et qui vont… Concrètement, ça veut dire quoi? Pardon? Ça veut dire quoi cet ADN, cette data immobilière? Parce que nous, on sait travailler la donnée brute immobilière et la transformer en information pratique, fiable pour le particulier. Et ça, c'est vraiment
une originalité, c'est un savoir-faire. Et je dis, on a 20 data scientists. C'est la plus grosse équipe de data science en dehors des États-Unis dans l'immobilier. Et on va rayonner non seulement en France avec nos amis de Se Loger, mais en Allemagne. C'est ça que vous apporte Axel Springer, c'est de développer le business model de meilleur agent à l'international, parce qu'ils ont des actifs en Allemagne, en Belgique, en Israël. Ils prennent des participations dans d'autres pays. Et grâce à eux, on va pouvoir effectivement s'expatrier, ce qu'on n'était pas capable de faire. Créer un champion européen de l'immobilier digital, c'est ça l'ambition. Oui. Tout en restant en commande, parce qu'une fois qu'on a pris le gros chèque, on a des engagements, on doit rester quoi, 2 ans, 3 ans, c'est ça, non? Nous, on a signé pour 1 an, mais on est là. Notre souci, c'est de faire en sorte Dans que un an, si je vous rappelle, vous êtes encore là et vous venez? Tout à fait, tout à fait. Il a pris l'engagement, là. Oui, il y a 2 conditions dans votre question, on y reviendra. Bon, en tout cas, merci d'avoir été avec nous. Sébastien Delafont, donc président et cofondateur du site Meilleur Agent. Merci beaucoup. Merci David.